Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans la nuit des sorties. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. Et pour ce faire, je le fais comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, écoute, enfin, ça va, je suis content d'enregistrer, mais là c'est le soir, on est le soir de l'élection. Donc, ouais, donc on verra après 20h, quoi. Effectivement. Mais pour l'instant, ça va. Ah bah parfait. Écoute, combien y a-t-il de mois dans l'année? Beaucoup trop, 12. Il y en a 12. Et on est en juillet. Donc il y a eu 6 mois qui sont passés, n'est-ce pas? Il me semble que les chiffres sont corrects. Donc, on a fait la moitié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la moitié de la première année. Enfin, de la moitié de l'année. C'est ça, un bilan de mi-année. Voilà, on peut appeler ça. Donc un bilan de mi-année sur le cinéma et les séries aussi qu'on a vues et le monde en général du cinéma. On va vous parler dans un premier temps du cinéma, voilà, du bilan de notre année de cinéma, parce que bon, évidemment on n'a pas vu tous les films, on n'a pas tout suivi, hein, et dans un deuxième temps on fera les séries et la même chose à ce niveau-là. Mais comment toi tu te sens cette moitié d'année pour toi, elle a été comment? Sans parler de cinéma et séries, mais juste cette moitié d'année. Ah, sans parler de cinéma et séries, elle est un peu spéciale. Enfin, si je parle de ma vie privée, je suis aussi dans une... moi, cette année, j'ai envie de l'appeler l'année de la transition, parce que je trouve que dans le jeu vidéo, dans les blockbusters, dans ma vie perso, c'est aussi, il y a vraiment un côté de transition. Voilà, tu sais, dans les jeux vidéo, il y a le truc, on n'a pas énormément de gros jeux, on n'a pas énormément de gros films, tout ça, parce qu'il y a eu des grèves, tout ça, et qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de se remettre en question. Enfin, moi, c'est vraiment ça que je ressens, quoi. Ouais, je vois un peu ça. Ouais, je peux comprendre. Après moi, de mi-année assez spéciale aussi, un peu bizarre cette année. Ouais. Après, j'ai l'impression que je dis ça depuis la fin du Covid. À chaque fois, vrai, ouais. Toutes les années sont un peu spéciales depuis la fin du Covid. Mais là, quand même, ouais, il y a eu des événements qui s'enchaînent. Assez rapidement que j'imaginais pas, tu vois, ouais. dans le monde, dans ma vie. Mais ouais, sinon, je garde un peu le sourire quand même. J'ai l'impression que le début d'année t'es pas fou, mais ça va un peu mieux, tu vois. Ouais. Dans ma tête, moi, en termes de mental. Et sinon, au niveau du cinéma, au niveau des films que t'as vus, Ista, comment c'est cette moitié d'année? Est-ce que t'es plutôt satisfait? Pas beaucoup, hein. Enfin, ouais. J'ai pas l'impression d'avoir eu une claque au cinéma, vraiment. Même Furiosa, j'en suis pas sorti en mode incroyable. J'ai trouvé bien, mais je l'ai pas trouvé fou. En fait, un peu tous les films, j'ai eu cette impression-là. J'ai pas eu vraiment de claque. Pour l'instant, je pense que le meilleur film que j'ai vu de l'année, c'est un film en janvier. On en parlera plus tard, mais... Ouais, je sais pas. Tous les blockbusters qui sont sortis que j'attendais un peu, j'ai trouvé sympa, mais je sais pas. L'année dernière, il y avait eu Babylone que moi j'avais adoré vraiment, hein, personnellement. Oppenheimer aussi, que j'avais beaucoup aimé. Et là, je trouve Oppenheimer, c'était en juillet, donc techniquement. C'est vrai. C'était après la moitié de l'année. Oui, mais là, je parlais dans l'année en entière, l'année dernière. Mais oui, c'est vrai que c'est pour que la première moitié de l'année dernière, et oui, c'est surtout Babylone. Mais là, j'ai pas eu du claque, quoi. On en reparlera, mais les blockbusters, effectivement, il y en a moins, et en tout cas, c'est pas ceux les plus attendus, on va dire, certains sont sortis cette année. Moi aussi, au niveau des blockbusters, j'ai pas eu forcément mon compte. Après, moi, au début d'année, j'ai quand même eu des films qui m'ont pas mal marqué, que j'évoquerai. Donc voilà, j'ai eu un plutôt bon début d'année, même si le début d'année c'est assez timide au cinéma, tu sais, c'est pas là où il y a il y a le plus de sorties, mais il y a eu quelques films que j'ai vraiment aimé, voire adoré. Ouais. Mais il y a un truc un peu bizarre cette année, c'est qu'il y a plus de films que je trouve nuls, ou je sais pas, genre peut-être c'est dans ma tête. Ouais. Tu vois, genre j'ai l'impression qu'il y a un peu deux extrêmes de films que je trouve bien. Enfin, il y a des films que c'est un peu des claques, mais il y a des films juste je les trouve bien. Et il y a des films que je trouve vraiment mauvais, mais c'est vrai que l'entre-deux, il se fait un peu plus rare, tu vois, de films où je me dis ça va et tout. C'est peut-être juste un ressenti là pendant que je parle, donc je verrai bien pendant l'épisode. Mais après, j'ai vu aussi beaucoup plus. J'ai vu plus de films que l'année dernière, et j'avais vu beaucoup de films l'année dernière. Ah ouais, la vache, ouais, d'accord. Je pense que je suis à 80 films sortis cette année.
vu à la mi-année, donc ouais, je suis pas mal quoi, donc dans les nouvelles sorties. Mais écoute, on va attaquer le cinéma cette année du bilan. Bah, le cinéma, on sait que le début d'année, c'est souvent la période des cérémonies. Voilà, il y a les Golden Globes, les SAG Awards, les Oscars, etc. Donc il y a eu pas mal de sorties pour nous qui ont pas mal concerné les cérémonies de récompense. Des tentatives réussies, des tentatives un peu ratées. Des tentatives réussies, on peut dire que quand même, en janvier, il y a eu Pauvre créature qui a fait beaucoup débat. En ce début d'année, c'était un peu pas le Babylone parce que ça n'a pas eu le même impact en France, parce qu'en France c'était vraiment un gros truc Babylone, mais il y a eu un peu ce truc, je trouve, avec Pauvre créature, de scission, genre soit des gens adoraient, soit des gens détestaient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement, oui. Après, ça fait beaucoup parler. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux. Donc, il a quand même fait beaucoup réagir. Il y a beaucoup de monde qui a été le voir. Et ouais, il y a ce truc un peu, très, très clivant. C'est ça. Moi, j'avais, on a fait une critique, allez l'écouter, mais moi, j'avais trouvé ça plutôt bien, plutôt bon. J'ai pas, c'était pas une claque non plus de l'année. Il sera pas dans mon top, mais j'avais trouvé ça vraiment plutôt sympa comme proposition. Je trouvais qu'Emma Stone, elle était super. D'ailleurs, elle a gagné l'Oscar et pour moi, elle le méritait quand même. Moi, j'étais pas d'accord. Je sais pas si tu te souviens, mais j'étais pas du tout d'accord. Moi, je disais que j'avais beaucoup du mal à croire au personnage d'Emma Stone dans le film, le fait qu'elle a le cerveau d'un bébé, tout ça. Et ouais, moi, c'est plus le temps il a avancé, là, moi, j'aime ce film, mais j'avoue que j'ai pas envie de le revoir. Et c'est un film que j'ai pas apprécié, en fait, au final. Ok, moi, je trouve qu'il en faisait trop dans c'est ça. Scène là, etc. Mais le film, je trouvais qu'il avait une DA qui était vraiment intéressante, et même le personnage et le concept. Après, Yorgos Lanthimos, je trouve qu'il a toujours des bons concepts. Donc, et là, je trouve que c'était plutôt tenu, même si c'était un peu long le film. Je pense qu'il est un peu long. Ouais. Voilà, mais j'ai trouvé les acteurs super, Mark Ruffalo, tout. J'ai trouvé tous, et je trouvais le film très drôle. On a aussi May December, alors avec Julianne Moore. Qui est sorti, qui a un peu raté le coche parce qu'il a pas été, il a pas reçu de nomination aux Oscars, mais c'était clairement un film à Oscar. Quand même si moi j'ai beaucoup aimé le film, je trouve que c'est un film assez ambigu, assez bizarre, comme il y a une relation. Ça parle quand même d'une femme qui a groomé un collégien, quoi. Et donc, et maintenant ils sont ensemble, etc. Et ça avait fait les news. Et ouais, c'est une histoire très peu commune, un peu bizarre. Mais des histoires un peu bizarres, un peu hors des normes. Voilà, cette Pauvre créature, May December, c'est quand même des histoires un peu spéciales. Donc voilà, c'était un peu marqué par ce début d'année. Mais je trouvais que c'était plutôt un bon film. Voilà, qui a pas eu malheureusement le retentissement qu'il aurait mérité aux cérémonies. Ouais, on n'a pas beaucoup entendu parler, moi, je trouve, de ce film-là. Ouais, il a beaucoup clivé aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, qui ont été un peu rebutés. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas compris, tu sais, le truc, le concept du film, le film, comment il a été fait. Et c'est vraiment un film déroutant, donc je peux comprendre le truc pour le coup. D'accord, ok. Moi, je l'ai pas vu, j'avoue, je l'ai pas du tout vu. Donc, parce que ça vaut, j'ai pas d'avis dessus. Au cinéma britannique, on avait aussi eu Sans jamais nous connaître, avec Paul Mescal et Andrew. Ah oui. Comment il s'appelle? Andrew Scott, voilà. Andrew Scott, oui, qui jouait Moriarty et qui a pas mal marché. Je crois que c'était au BAFTA, non, justement. C'était au BAFTA qu'il a été nommé. Des prix. Oui, c'est possible. Je sais plus s'il a eu des prix, mais je sais qu'il a été nommé plein de fois. Enfin, et voilà. Alors que c'est des acteurs anglais, oui, au BAFTA, c'est fort possible. Et Paul Mescal, on a l'habitude. Moi, je trouve que le film est un peu surcoté, un poil surcoté, mais c'est vrai que les performances et tout, Andrew Scott. Il mérite depuis un moment, on le savait, mais oui. Et voilà quoi. John Sherlock, il était bien. Ah, il était impeccable, et là dans le film, il est super aussi quoi. Et est-ce qu'on peut parler du choc de ce début d'année, la vraie proposition qui a mis tout le monde en déroute en février, Ista? Oui, c'est le film La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, où on suit une famille qui vit à côté d'Auschwitz. Voilà, ils font leur petite vie avec leur famille. Et qui dirige Auschwitz, surtout. Oui, aussi. Oui. Le mec dirige le camp d'Auschwitz. Après, je pense qu'on peut tous affirmer que c'est une expérience qu'on n'avait jamais vécue avant. Franchement, au cinéma, ça a été Même moi, j'ai encore du mal à poser des mots un peu sur le film. Genre, je sais que l'expérience, je l'ai aimée, mais aimer n'est pas le mot, tu vois, pour ce genre de film, tu vois. Compliqué. Mais c'est quand même un film qui m'a marqué vraiment. Franchement, j'oublierai jamais la séance que j'ai vécue, extrêmement bizarre. Et je pense que c'est un grand film. Tu vois, La zone d'intérêt, je pense que c'est un film qui va. C'est assez tôt pour le dire parce qu'il est sorti il y a quelques mois, mais je pense qu'il va marquer. Voilà, je pense qu'il y a
un marqueur la zone d'intérêt comme Ouais. pourtant c'est un autre registre, mais la liste de Schindler l'a fait. Bon, la liste de Schindler c'est un côté un peu plus populaire quand même. Oui, quand c'est même, ça. C'est ce que Steven j'allais dire. Spielberg, etc. Mais dans les films sur les camps de concentration, quoi. Parce que là, la proposition, elle est vraiment ultra radicale, quoi. Je veux dire, Ah ouais. je pense qu'il y a des gens qui détestent aussi, parce que c'est vraiment un truc spécial, quoi. Et c'est vraiment, bah, comme tu as dit, une expérience. Et est-ce qu'on peut parler de film? Je sais même pas. Parce que... C'est assez radical, c'est tellement radical qu'en fait, il y a des gens qui ont été repoussés par le film, et ça, je le comprends. Mais pour moi, tu vois, le cinéma, c'est pas que juste de de l'histoire basique, ouais. Ouais, ou même des films qui sont supposés te faire ressentir les mêmes émotions, genre la joie ou un peu la tristesse, tu vois. Il y a des films où j'aime bien la peur, évidemment, mais aussi j'aime bien être dérouté, tu vois. J'aime bien qu'un film me mette dans un malaise, tu vois. Oui, je vais dire, la situation inconfortable et tout, mais oui. Voilà, donc moi, le cinéma, c'est vraiment pour ressentir des émotions, et donc que ce soit des émotions dites négatives ou positives. Mais on a vu avec Vice Versa qu'il n'y a pas d'émotions forcément toutes positives ou négatives. Mais voilà, moi, ça m'a pas mal marqué, quoi. Ouais, bah, je pense que ça va être un des films marquants de l'année quand même. Et en plus, il avait fait un petit succès au box-office français. Hein. Il avait un succès surprise hein, quand même pour ce genre de film qui a quand même. Donc voilà, après il a eu le Grand Prix à Cannes, donc il a poussé un peu, mais c'est vrai que c'était assez surprenant de voir autant de gens se déplacer pour un film comme ça, quoi. Ensuite, on a eu pas mal de biopics comme chaque année pour essayer de gratter leur Oscar, etc. Et l'année, elle a commencé assez vite, parce que la première semaine ou la deuxième, je sais plus, il y a eu Priscilla. Deuxième, je crois. Ouais, au tout début de l'année. C'est ça, il y a eu Priscilla de Sofia Coppola, donc c'était son grand retour, qui était qui a vu éclore Calice Penny, qui a été une actrice, du coup, qui a pas brillé dans Priscilla, mais qu'on a vu là récemment aussi dans Civil War, donc qui a été un gros rôle, et qu'on verra dans Alien Romulus, donc c'est vraiment une actrice qui a été révélée cette année, quoi, Calice Penny. Ouais, complètement. Bah moi j'ai pas vu Priscilla, mais j'ai vu Civil War. Voilà, et je l'ai trouvé très bien dans Civil War, et ouais, je trouve qu'elle fait du bon taf, et on verra pour Alien, mais ouais, c'est clairement, elle avec Isabella Merced, c'est clairement des actrices qui sont en train de monter, là, les jeunes actrices qui sont en train de monter, qu'on va voir dans pas mal de productions. Ouais, donc c'est tu vois, les jeunes à suivre cette année, quoi, et ouais, bah Priscilla, moi je trouvais ça pas mal, ça montrait bien c'est un peu l'envers du décor de Elvis, pour le coup, parce que bah Elvis, c'est un film que j'aime plutôt bien, mais je trouve que dans la deuxième partie, ça efface un peu ces penchants un peu plus noirs à Elvis, ça y va pas à fond, et là je trouve que ça montre quand même pas mal l'enfer qu'a été la vie de Priscilla, qui a une vie un peu de poupée, quoi. En gros, elle était dans une prison dorée, comme on appelle, et je trouve que Sofia Coppola, elle a plutôt bien retranscrit ça, c'était plutôt un bon film, voilà. Elle aurait pas démérité aux Oscars, pour le coup. Mais il y a un autre film qui aurait pas démérité aux Oscars pour toi, Ista, je pense. Oui, bah, je parlais d'un film tout à l'heure que je disais c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu pour l'instant cette année qui m'a vraiment plu, c'est Iron Claw, le film sur la famille, je sais plus le nom, Van Erick, la famille Van Erick, donc c'est un film sur le catch, hein, c'est des catcheurs, et vraiment, on avait beaucoup aimé, on a fait une critique de ce que ça parlait, les thèmes que ça a amené sur la paternité, sur le côté, la masculinité toxique. La masculinité toxique, voilà. Mais vu dans la parentalité, sur comment un parent un peu toxique peut influer sur ses enfants et leur mener la vie dure, quoi. Et ouais, c'est une tragédie parce que c'est un film sur le catch, oui, mais même si les gens n'aiment pas le catch, tu peux aimer le film, hein, c'est un drame, quoi. Voilà, et on voit pas tellement de catch touchant. En plus, il me semble, dans le film. Ça va, on te montre bien que c'est quand même un truc assez dur, quoi. Ça fait mal, tu te fais mal au dos, quoi. C'est quand même. Oui, mais tu vois, c'est quoi. Pas du Rocky où t'as vraiment un match entier de boxe. Là, t'as pas un match entier de catch, tu vois. Le film se finit pas sur un match de catch, tu vois. L'attention n'est pas est-ce qu'ils vont gagner des titres, etc. C'est plus une descente aux enfers, voilà. Et ouais, moi j'étais voilà, le film, le réalisateur c'est Sean Durkin et je trouve qu'il a fait un super travail, voilà. Zac Efron a été super et tous les acteurs dedans, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, voilà, c'est encore des stars encore montantes, hein, voilà, eux, parce qu'il y en a pas mal eu cette année, je trouve. Mais ouais, le film il est hyper triste et hyper bien fait. Allez écouter notre critique, mais oui, moi aussi c'est une des claques de l'année, quoi. Je crois que c'est A24 qui a produit en plus. Oui, c'était un film A24, mais en fait, eux, ils avaient plutôt poussé, je crois, La Zone d'intérêt.
Non, parce que je crois qu'il y a un problème aux Oscars, c'est que le film il a pas été soumis, soi-disant. Oui, ils ont aux pas Oscars soumis ou un du tout. truc comme ça. Et franchement, Zac Efron, c'est pas un acteur que je trouvais mauvais ou quoi, mais voilà, là je trouve qu'il a vraiment un rôle où je me dis, ok, là c'est un bon acteur, tu vois, là tu sais que voilà, il est capable quand même de faire de jouer dans des grands films, quoi. Et pour moi, Aaron Claw en est un. Oui, ça faisait clairement, ça fait plaisir de voir Zac Efron, de voir qu'il peut faire autre chose que comment le truc des voisins là, vous voulez faire les comédiens là comme ça. Là. Oui, de Neighmers là. Ouais. Mais après, ça fait un moment qu'il essaie de se détacher de ça, mais là c'est vraiment son rôle où je me dis, ok, là c'est réussi, c'est un bon film, c'est une bonne performance, parce que bon, Ouais. il a fait d'autres films, mais je crois qu'ils étaient pas si bien que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on a eu notre lot aussi de biopics très moyens pour retracer la vie d'un personnage, espérer d'avoir des récompenses. Je pense à Bob Marley One Love qui a été une séance mais insupportable, quoi, parce que en fait c'est des biopics qui racontent rien, tu sais, comme Bohemian Rhapsody l'a un peu été et en fait tu sais, t'as forcément ces scènes que je déteste dans ces genres de biopics où le mec il se passe un truc dans sa vie et là il commence à sortir sa guitare et chanter une chanson et tu sais les mots lui viennent et hop il a créé la chanson et Ouais, ok, d'accord. tu fais c'est nul, ça raconte rien et tu sais c'est jamais assez creusé, ça s'intéresse jamais au. Enfin, ça essaye au début de te dire, il y a un peu un truc avec Bob Marley et son pays, voilà, la Jamaïque, où il y a eu pas mal de violence et de rébellions, etc. Et en fait, non, ça s'intéresse jamais à ça. On te parle de sa femme, mais rien n'est creusé, quoi. Rien n'est vraiment creusé. C'est juste, ils te mettent la BO et voilà, les gens sont contents, ils chantent, mais c'est, enfin, moi, je trouve ça inutile au possible, quoi. C'est vraiment les biopics, ouais, les biopics Bohemian Rhapsody, je les appelle comme ça. Oui, parce que complètement. c'est vraiment, ça essaie de te raconter un peu la vie, mais c'est tout, quoi. Ça, y a pas de cinéma, ça te raconte pas grand chose, quoi. Et puis je pense que ça lise vachement l'artiste et tout. Bohemian Rhapsody, il y avait ce problème-là où en fait c'était un peu chapeauté par les membres du groupe et comme voilà, ils voulaient pas toucher à la figure de Freddie Mercury alors qu'on savait très bien qu'il prenait de la drogue, qu'il faisait des soirées bizarres avec des nains et tout là. Oui, mais un truc très lisse, voilà, ouais. Voilà, et en fait ils ont fait un truc très lisse, très grand public. Mais parce que encore une fois, c'est parce que ses amis étaient sur le projet, hein, les deux autres sur de Queen. Bah, sur Bob Marley, il y a la famille, il y a toute la famille, je crois, autour. Hein. C'est possible. Il y a aussi Back to Black qui a eu cette année, qui est sur Amy Winehouse, qui est malheureusement décédé. Et là aussi, tu sens parce qu'il y a encore le père qui est affilié au projet, et le père, il a vraiment une figure très très bonne dans le film et tout, alors que quand tu t'intéresses à sa vie, tu vois que le père, il a pas eu forcément une très bonne influence, mais comme c'est lui qui a les droits sur le film, bah voilà. Bah ouais. Voilà. Et même ses relations, elle a une relation toxique avec son mec, t'as l'impression que c'est elle le problème, tu vois, genre c'est un super. peu non mais c'est très problématique, tu vois, il y a des trucs un peu problématiques comme ça dans ce genre de film qui essaie de lisser un peu les choses, etc. Et voilà, ça va jamais à fond dans les traumas et dans les travers dans lesquels Amy Winehouse s'est allée, quoi. Donc ouais. Enfin, ces biopics-là, moi, j'en peux plus, quoi. Et ça marche toujours, en plus, parce que Back to Black et Bob Marley, ils ont hyper bien marché, pour le coup. Surtout Bob Marley, je crois que c'est un des plus gros succès. C'est pas un des plus gros succès de l'année, Bob Marley? Ah, Bob Marley, il est pas mal, ouais. Il est vraiment pas mal, pour ce qu'il a coûté et tout. Donc, ouais, moi, je trouve ça abusé, quoi. On a aussi Une vie, le film qui a beaucoup cartonné en France, qui a fait plus d'1 million d'entrées. Ouais, qu'on s'y attendait pas du tout avec Anthony Hopkins, c'est ça? C'est ça, ouais, sur la personne qui a sauvé des juifs pendant la guerre. Et oui, en fait, l'histoire, elle pourrait être intéressante, mais je trouve que le problème, c'est pas que c'est lissé, mais j'ai l'impression que ça raconte juste l'histoire du gars, quoi. Tu sais, il y a pas de cinéma, ouais. Vraiment, je trouve que c'est assez scolaire et c'est pas très intéressant. Mais au moins, c'est pas problématique comme l'autre, comme Back to Black, tu vois, mais c'est pas très intéressant, je trouve, comme film. Mais c'est vrai, c'est fou comme ça cartonne quasiment toujours ces biopics sur des personnages, quoi, sur des figures, et c'est assez fou, quoi. Et on a eu la Oscar season, comme on l'appelle, donc toutes les cérémonies. Et qu'est-ce qui s'est passé, Ista? Qui c'est qui a remporté la grande guerre des cérémonies? Bah, si on parle des cérémonies américaines, c'est Oppenheimer qui a un peu tout raflé. On s'y attendait un peu. Hein. Toi, on avait fait nos pronostics et bon, moi j'avais voulu jouer un petit peu à faire des pronostics un peu bizarres, mais toi, t'avais pratiquement eu tout juste sur les Oscars. Ouais. Parce qu'en fait, on s'y attendait, quoi. C'était pas très surprenant, les Oscars qu'il y a eu cette année. Et clairement, Oppenheimer a tout raflé, Nolan a enfin été récompensé, voilà. Ce qui est une bonne chose quand même. Ouais, bah après on s'y attendait. Nous, on a beaucoup aimé Oppenheimer, voilà, ouais. On peut le dire. Voilà, bon, oui, il a tout raflé, ce qui méritait de tout rafler, peut-être pas, mais en tout cas, je trouve que voilà, Cillian Murphy, il avait une super performance. Je trouve que c'était un film hyper intéressant. Et nous, on est des Nolan Zoos, mais voilà, c'est la vie. c'est comme ça. Ouais, bah après, il y a eu quand même des films. Voilà, Barbie a été quand même pas mal snobé, entre guillemets. Moi, je trouve qu'il méritait pas des récompenses non plus, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de nominations, il a pas eu grand chose.
Il avait voilà. tout le temps les musiques, surtout, en fait, à chaque fois, je crois. C'est ça, les musiques. Après, la DA, les trucs comme ça, il y avait peut-être des trucs qu'ils pouvaient prendre, mais bon, il y avait quand même Pauvre Créature en face qui avait quand même, voilà. Et puis, on a eu Anatomie d'une chute aussi, et La Zone d'intérêt, par exemple, des films un peu plus indépendants. Donc, et je trouve que cette année, les Oscars, c'était pas. Tu sais, il n'y a pas eu de vrai scandale, tu vois. Je trouve que c'était plutôt bien fait. Tu vois, Anatomie d'une chute a reparti avec un truc, La Zone d'intérêt a reparti un truc, Pauvre Créature avec quelques trucs. Tu vois, c'était pas non plus. Oppenheimer a un peu fait le sweep, hein, évidemment, mais ça va. Je trouve c'était pas immérité au possible comme certaines années où t'as Coda qui gagne meilleur film et tu comprends pas, tu vois. Ouais. Non, mais c'était un peu. Oui, non, c'était bon. C'était attendu et c'était plutôt ce qu'on voulait en vrai. Donc, oui, ça n'a pas eu vraiment de polémique, quoi, en tout cas, sur les résultats des Oscars. Et d'ailleurs, maintenant qu'on est dans la cérémonie, pareil un peu pour les Césars aussi. Anatomie d'une chute est reparti grand gagnant. Et enfin ça c'était là le truc le plus logique. Je veux dire, après la palme d'or amplement méritée. Voilà, le film a marqué l'année. Il a fait des entrées de malade. Enfin pour un film comme ça, voilà, c'était plutôt pas mal. Hein. Donc les Césars, ils ont pas fait de conneries non plus, hein, je trouve. Ouais, clairement, mais il y a un deuxième film aussi qui a été beaucoup compensé aux Césars, c'est Le règne animal. Le règne animal, qui a eu pas mal aussi de prix, il me semble, et moi j'ai trouvé très bien aussi. Beaucoup technique, ouais. C'était beaucoup des trucs techniques, et c'est vrai que les Césars un peu plus réputés, on va dire, c'était plus à Anatomie d'une chute qui les gagnait, quoi. Ça va, ouais. Après, Raphaël Quenard a eu son prix. Voilà aussi, on s'y attendait. Après l'année qu'il avait passée l'année dernière avec Yannick, Chien de la Casse, etc. C'était assez logique. Il y avait celui le procès Goldman aussi, Harry Wolfwalter, qui a été un peu une surprise, même si moi je pensais qu'il allait gagner, mais je me suis dit, bon, ils vont peut-être le donner à Romain Duris pour Le règne animal, etc. Mais non, voilà, c'est lui qui l'a eu. Je trouve qu'il le méritait amplement, pour le coup. Ouais, c'était chouette. Et puis... il y avait aussi le truc qu'il y avait trois actrices pour un même film dans une catégorie à un moment, avec Je verrai toujours vos visages. Ah oui, Je verrai toujours vos visages, c'était la meilleure actrice dans un second rôle. Il y avait 4 actrices sur 5 qui étaient de Je verrai toujours vos visages, et c'est Adèle Exarchopoulos qui l'a eu d'ailleurs. Et voilà, mais bon, tu te dis, bon, c'est un peu n'importe quoi. Un peu bizarre, des trucs comme ça. Et meilleur film d'animation aussi, je trouve que bon, il n'y a pas eu malheureusement. Mars Express, qui était super, il aurait pu mériter. Ou s'il a peut-être été... Non, s'il a été nommé, je me souviens, mais il l'a pas eu. C'était L'île d'aveu du poulet. Qui était pas mal, hein, L'île d'aveu du poulet. Mais bon, voilà, moi, Mars Express, c'était un gros coup de cœur pour nous l'année dernière, donc voilà. Et enfin, on a eu Cannes, voilà, le plus récemment, un festival de Cannes, qui s'est ouvert avec les films qu'on a pu voir. Donc, le deuxième acte de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui sort un film tous les trimestres. Donc c'est assez fou. Et ouais, toi, t'avais vu Dali. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il serait pas de temps qu'ils prennent un peu de vacances Dupieux et qu'ils reviennent quand même avec quelque chose d'un peu plus imaginatif, quoi. Bah écoute, c'est déjà mort parce que là il vient d'annoncer son prochain film qui va sûrement se faire sortir dans quelques mois, je sais pas quand ça se trouve, enfin je suis sûr que ça va aller très vite encore une fois, et bon comme j'en ai vu certains dire sur les réseaux sociaux, et puis il a une idée, ils ont fait un film, voilà, en gros c'est ça, ils ont fait un long métrage d'1 heure et puis voilà, quoi. Mais ouais, ce serait peut-être bien qu'il se pose et qu'il essaye de faire un projet construit sur 2 ans, tu vois, 1 ou 2 ans, et faire un vrai film d'1h30, 1h40, et tenter de faire un vrai... Parce que il est doué, quoi, Quentin Dupieux, mais j'ai l'impression que ces films, ils sont un peu trop courts, généralement, et puis, ça se repose peut-être trop sur un concept, sur une idée, sans raconter forcément énormément, quoi, ou ça se répète un peu, quoi, surtout. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est qu'il fait souvent, enfin, voilà, Dali, moi, je trouve que, voilà, enfin, tous les thèmes, tous les trucs qu'il a abordés, il l'avait déjà fait avant, et peut-être même en mieux, parce que Réalité, par exemple, je trouve que Dali ressemble beaucoup à Réalité, et je trouve que Réalité, c'était déjà bien fait, et ouais, il tourne un peu en rond. Et Yannick, c'était un peu rafraîchissant, je trouve, ce qu'il avait fait sur Yannick, pour le coup, mais c'est vrai que là, le deuxième acte, en y repensant au film, qui m'a fait assez rire, il y a encore les mêmes tropes de Quentin Dupieux qui reviennent, quoi, c'est toujours les mêmes... un peu les mêmes choses qui reviennent sur le tapis, et donc tu te dis, mais bon, est-ce que tu devrais pas peut-être prendre des vacances, je sais pas, repenser un peu ton cinéma, etc. Et il se limite aussi beaucoup trop au niveau du temps, parce que lui-même il dit qu'il veut pas faire des films trop longs parce que ça l'ennuie, et voilà, en fait il prend une idée, il se laisse porter, et il arrête au moment où ça le fait chier un peu. Ouais, c'est un peu Quentin Dupieux, mais bon, au bout d'un moment je trouve que ça marche des fois, voilà. Yannick, je trouve que c'était une bonne surprise, mais au bout d'un moment je trouve que ça fonctionne plus, quoi, à certains moments, donc c'est un peu aléatoire, je pense. Des fois, ça peut bien marcher vu le concept qui est fort, ou je sais pas. Après, le problème, c'est que ces concepts commencent un peu tous se ressembler, quoi.
Et voilà, après on a eu pas mal de festivals. Là, on a eu un festival qui s'appelle le BIF cette année. On a eu un événement assez marquant, mais ouais, un événement assez dramatique. Ouais, c'est la projection de Love Lies Bleeding, donc il y a un film avec des lesbiennes, voilà, un film lesbien, et qui a reçu, voilà, et pendant la séance, parce qu'au BIF, on sait que c'est des séances assez animées, donc voilà, les gens crient, des gens mettent l'ambiance pendant le BIF, hein, donc ça se passe à Bruxelles, voilà, ça se passe en Belgique, et c'est un peu une tradition là-bas, quoi, pendant les films, donc bon, moi, c'est pas du tout une ambiance que j'aime bien parce que j'aime bien suivre les films dans le calme, mais voilà, je peux comprendre l'attrait. Sauf que c'est un peu dérivé malheureusement, et il y a eu des cris lesbophobes, quoi, entre guillemets, quoi, homophobes, etc. Et bon, voilà, quoi. Quand t'as parce que c'est un film qui était beaucoup attendu par la communauté LGBT, ouais. LGBT, homosexuels et lesbiennes même plutôt. Et ouais, quand t'es dans la salle, t'es là et t'entends des cris de homophobes et tout sur toi, bah ouais, ça met une mauvaise ambiance et ils ont carrément dû être évacués malheureusement. C'est les c'est les LGBT qui ont été évacués d'ailleurs plutôt que les gens. Voilà, donc ça a pas été très bien géré. Mais ouais, c'est des dérives qui peuvent arriver à ce genre de festival et c'est complètement fou cette histoire et j'espère que le BIF ils vont se relever de ça et essayer d'avoir une ligne beaucoup plus claire et être beaucoup plus ferme sur ce genre de délits parce que c'est des délits quand même, faut le dire. Et voilà, pour retrouver une bonne ambiance au BIF parce que là c'était très compliqué, quoi. Ouais, là c'était compliqué, il y a des gens qui ont pleuré et tout, puis après il y a eu je crois qu'il y a eu les policiers et tout. C'est ça, il y a les polices qui sont venus et qui ont évacué les lesbiennes, enfin bref, c'est assez compliqué et pourtant le film il est plutôt intéressant, hein. Toi t'avais plutôt aimé, hein. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé le film. Bon, peut-être la fin que je trouve un peu bizarre. Parce qu'il y a un peu une mode dans les films indés de finir dans des trucs un peu, je sais pas, what the fuck. J'ai l'impression comme ça un peu dans les films. En fait, le film va dans le fantastique à un moment. Ouais, c'est ça. Et le fantastique, il est vraiment qu'évoqué pendant le film. Enfin, c'est vraiment, et je pense qu'il aurait, soit il aurait pas dû y être là, soit il aurait dû vraiment y plonger beaucoup plus tôt. C'est ça. Fait, dans le film, parce que ça arrive vraiment comme un. Comme un cheveu sur la langue à la fin. Ouais, c'est vraiment à la toute fin, quoi. C'est vraiment les 10 dernières minutes, quoi. Et c'est très bizarre. Il me semble que j'ai dit comme un cheveu sur la langue, mais je crois que c'est pas. C'est cheveux sur la soupe. Bonne expression. Mais voilà, on m'a compris. Et moi, je trouve que c'est un film assez intéressant. Mais bizarrement, le côté thriller, c'est peut-être ce qui. Enfin, je l'ai accepté au bout d'un moment, mais j'aimais bien le film au début, juste l'histoire d'amour entre. Cathy O'Brien, qui est encore une révélation cette année, hein, parce qu'on a eu pas mal de révélations du coup cette année. Et Kristen Stewart, je trouve que ça marchait plutôt bien, et même cette vibe un peu 80s, un peu factice, mais voilà, je trouve que ça donnait vraiment du charme au truc, et même voilà, la coupe de Ed Harris dans le film, en mode mafieux, enfin c'est super, je trouve, des super idées. Et ouais, il y a un thriller, je trouve peut-être un peu répétitif à un certain moment, etc., mais je trouve que le film il est assez beau, voilà, il y a une esthétique assez Winding Refn, voilà, assez néon à certains moments. Ouais, il y a des images c'est genre toute rouge, l'image est toute complètement rouge, ou ce genre de choses, ou toute bleue. Oui, assez néon, quoi. Ouais, complètement néon. Et moi, j'aime beaucoup cette esthétique-là. Et moi, Cathy O'Brien, je l'avais déjà découverte un peu dans un épisode de la saison 3 de Mandalorian. Oui. Il y a un épisode sur elle, et sur son personnage, qui était un super épisode, où elle jouait super bien, et je l'avais déjà un peu remarqué là-dedans. Même si elle est dans Quantum Mania, mais Quantum Mania, on l'a un peu oublié. Mais... Ah oui, c'est vrai, putain. Maintenant que tu me dis, ça m'a popé, oui. Ah, elle est dans Les Rebelles, là. Mais ouais. Bon, elle est plus intéressante ici, quand même. Mais c'est vrai que là, vraiment, elle a un vrai charisme, elle a un vrai truc. Moi, je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose, Cathy O'Brien. Ouais, c'est un peu dommage d'ailleurs que vers la fin, du coup, elle est un peu moins présente. Et du coup, c'est plus Kristen Stewart, mais ouais, c'est une vraie révélation. Et voilà, le film, je trouve, il est vraiment bien réalisé. Enfin, voilà, il y a des mises à mort et des trucs assez dégueulasses qui sont plutôt bien faits. Et voilà, je pense que beaucoup de gens peuvent au moins aimer le film ou le trouver intéressant. Et si Ista, on peut switcher au gros du programme, c'est-à-dire les blockbusters. Blockbusters, let's go. Mais d'abord, la bonne annonce. Ah non, c'est pas ça. Il me parodie moi-même. Bravo. Mais non, mais le début d'année a été marqué par un blockbuster qui était ce qu'on avait vu nous l'année d'avant, mais qui a fait encore pas mal parler, quoi. Oui, on parle de Godzilla Minus One, que nous on a vu effectivement en décembre, quoi. Il y a eu une sortie limitée sur 2-3 jours, je sais plus exactement, mais c'est ça, ouais. Et voilà, on avait réussi à le voir, mais après il est ressorti sur 2 semaines dans des salles plus normales, quoi, parce que c'était en salle de 4DX et tout avant, et IMAX, etc. Mais là c'était en salle normale pendant 2 semaines, et ouais, nous on avait adoré, on en avait parlé, vraiment, c'est le meilleur Godzilla pour nous deux, je pense, de tous les films que j'ai vu, oui. Ouais.
Ouais. Et ouais, vraiment, il a beaucoup fait parler. Même aux États-Unis, il a pas mal fonctionné. C'est clairement un énorme succès pour ce Godzilla, qui est en plus un Godzilla japonais et qui n'est pas un Godzilla américain, quoi. Ouais, bah voilà. Et en plus, il y a eu un prix aux Oscars. Il faut aussi le rappeler. Des effets spéciaux qui étaient amplement mérités. Et ouais, c'est un peu un anti-blockbuster. Pas dans la trame du film, mais dans le sens où le film n'est pas un blockbuster en vrai. Tu vois, c'est là on le met dans les blockbusters parce qu'il a un peu cet aspect-là, mais le film a coûté moins de 10 millions de dollars, ou 15 ou 10 millions de dollars. 15, enfin, c'est assez fou de voir et à quel point il est quand même mieux fait que certains films à 150 millions de dollars. On ressent vraiment la puissance de Godzilla, enfin, etc. Quoi, les séquences de destruction, ils sont vraiment incroyables, quoi, pour le coup, dans le film, alors que, bon, on a Godzilla X Kong, on parlera un peu après, bon, c'est pas, c'est moins bien fait, quoi, c'est moins bien fait, et c'est vraiment preuve que la mise en scène, voilà, si t'as, voilà, il y a des bons effets spéciaux, hein, voilà, faut le dire, mais c'est un peu l'exemple du film que, tu peux faire un film vraiment spectaculaire avec 15 millions de dollars, même pas 15 millions de dollars en fait, et donc techniquement est-ce que le système hollywoodien est pas une impasse avec ces films de 250 millions de dollars pour des résultats pas forcément fous, quoi. C'est ça dépend des résultats. Vice Versa 2, ça marche, tu vois. Oui, mais après vice versa, c'est pas, enfin, c'est pas la même chose. Déjà, c'est un film d'animation, etc. Après, est-ce qu'il aurait mérité? Oui, mais tu vois, Deadpool, on sait que ça va le faire le milliard, tu vois, ça va coûter 200 millions. Oui, mais quand chaque film coûte 250 millions, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, c'est que si pour être rentable, t'as besoin de faire 900 millions, 1 milliard, c'est qu'il y a un problème. Enfin, au bout d'un moment, est-ce que t'as besoin, tu vois, est-ce que les films ont besoin de coûter si cher, tu vois? Il y a des films sûrement, il y a des films, je pense pas. Après, le truc, c'est que tout a augmenté, les salaires des acteurs, tout ça, il y a l'inflation, etc. Non, mais oui, mais quand même, évidemment, il y a aussi des problèmes, il y a eu des problèmes de production énormes ces dernières années, voilà. Mais on peut voir. Avec le Covid, les budgets ont explosé aussi. Qu'il y a des films qui ont baissé leur budget et le ressenti n'est pas. Là, on parlait de Godzilla X Kong est sorti. Godzilla X Kong coûte 135 millions. 135 millions. Le film a été rentable, il a rapporté ça entre 500 et 600 millions, il est largement rentable. La différence entre ce Godzilla-là et le Godzilla versus Kong qu'on a eu quelques années avant, en termes d'effets spéciaux, je la sens pas tellement. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas, je suis pas en train de me dire, putain, le budget il a vraiment baissé, tu vois. Là, pour le coup. Oui, que je vois. Ouais, mais tu vois, je l'ai ressenti sur. Bon, on en parle après, mais Kung Fu Panda 4. Mais après, ça, c'est de l'animation et je pense que c'est peut-être plus préjudiciable à ce niveau-là. Peut-être, ouais. Peut-être à ce niveau-là. Et encore, parce que l'animation, peut-être que, voilà, certains. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, peut-être l'animation, ça coûte assez cher. Peut-être les boîtes coûtent assez cher ou quoi. Bon, j'ai pas assez de. Oui, je connais pas je connais pas non plus. Mais en tout cas, sur un blockbuster comme Godzilla X Kong, Godzilla X Kong coûte 70 millions de 70 millions de moins que celui d'avant. Ouais. La différence en termes d'effets spéciaux se ressent pas. Et c'est pas pour autant que Godzilla X Kong est un bon film, hein, voilà, sauf qu'il a tous les travers d'un film comme ça, voilà, il méritait de se lâcher plus, mais pour le coup, c'est pas flagrant, quoi. Non, même je crois que j'avais dit que je trouvais pas trop dégueu les dinos, les créatures, mais dans le film, ça m'avait pas choqué, mais ouais. En fait, il y avait un problème de mise en scène, mais il y avait pas un problème de rendu, voilà. Et ouais, on a eu aussi un autre film cette année qui a été un blockbuster, mais on sait pas exactement combien il a coûté, que nous on n'avait pas plutôt aimé. C'était Argyle. Oui, donc le film de Matthew Vaughn, que moi j'avoue que j'avais un peu rigolé, il me fait un peu rire ce film. C'est le film à twist. Il y a je sais combien de twists. Là on dit Night Shyamalan, mais là ça l'a complètement. Éclipsé. Ouais, éclipsé. Là, j'ai jamais vu autant de twists dans un film. Ouais, ça m'a fait rire. Il y avait des scènes qui étaient drôles quand même et tout. En vrai, moi j'ai passé un bon moment devant ce film, quoi. Ce qui est bien dans le film, c'est que je trouve qu'il tarde, mais il y va à fond quand même dans certaines séquences. Ce que Godzilla X Kong, parfois, tu vois, par exemple, est beaucoup plus timide, je trouve, sur certaines séquences, et il pourrait aller beaucoup plus loin dans ses concepts et tout. Alors que là, Argyle, il y a une scène de patinoire et tout à la fin que je trouve complètement déjantée et tout. Et voilà, le film, il y a des twists toutes les 5 minutes. Il y a des fonds verts qui sont pas, voilà, très, très bons, mais pour le coup, il y a une énergie dans le film un peu nanardesque et tout que je trouve est un peu assumée. Et ils y vont à fond, quoi. Donc moi, je suis plutôt content de ça, tu vois. Quitte à faire un film qui est pas très bon, moi s'ils y vont à fond dans la connerie, toujours je dis que je serais un peu avec le film, quoi. Donc voilà. Ouais, complètement, je suis un peu d'accord. Après c'est vrai que c'est pas incroyable et on n'est pas au niveau du premier Kingsman, par exemple. Alors on n'est clairement pas sur un chef-d'œuvre, mais en parlant de conneries, est-ce qu'on n'a pas la plus grosse connerie de l'année qui est sortie dès février, le premier film de super-héros de l'année quand même, le seul qu'on a eu cette année d'ailleurs.
C'est vrai que pour l'instant on n'a qu'un film de super-héros et c'est Madame Web, le film de Sony du Sonyverse, du Spider-Verse, l'univers de Spider-Man sans Spider-Man. Voilà, on n'a vraiment pas aimé tous les deux. Bon, notre critique était très très assassine, donc ouais, c'était très mauvais. Voilà, c'était nul. En fait, il y avait rien à sauver. Et t'en avais parlé dans la critique, mais on a l'impression que c'est un film des années 2000, Oui. des super-héros des années 2000 fait aujourd'hui, c'est avec presque un mépris du matériau de base, on dirait. Sony, ils sont un peu dans ce truc-là. Et de toute façon, leur univers, cette année, il se termine. Voilà, on va pas se mentir. Cette année, là, ils sortent Venom 3 et Kraven, et je sais pas vers quoi d'autre ils vont partir après, vers autre chose, j'imagine. Mais c'est vrai que cet univers, il a jamais décollé. Il a toujours été très mal réalisé, très mal joué, etc. Et là, ouais, le truc marrant quand même cette année, ça aurait été la promo de Madame Web où Dakota Johnson, elle dit presque que le film était nul, quoi, avant même que la sortie du film. Et voilà, quoi, et qu'elle a presque été arnaquée aussi, parce qu'on avait l'impression qu'elle pensait que le film était dans le MCU, alors que complètement. Pas trop, quoi. Bah, c'est complètement ça, mais ça a pas plu à Russell Crowe. Il a dit t'es pas contente, tu devrais prendre le chèque et arrêter de râler et tout, je sais pas quoi. Enfin... Oui, bah après c'est compliqué après, voilà, mais ouais, faut bien lire ses contrats, quoi. Les gars, faut bien lire dans quoi tu t'amènes. Mais ouais, le film est horrible. Enfin, il y a Sydney Sweeney dedans, pourtant, qui est une actrice montante, Isabella Merced aussi. Et après, on a appris que Sydney Sweeney, elle avait dit qu'elle avait accepté de faire le film pour pouvoir avoir les droits de distribution sur je sais plus quel film, sur Immaculate, peut-être, ou un truc comme ça. Oui, ouais. Je sais plus. Donc voilà, c'est une logique de producteur qu'elle a fait, mais... Après, il y a eu Everybody But You, tout ça aussi. Oui, c'était ça, oui, aussi. Anyone But You, oui. Ouais. Oui. Et donc voilà, pour financer ses propres films, elle a accepté de tourner dans ce film-là. Et voilà, c'est pas le rôle de sa vie. On va pas se mentir. Et le film est vraiment horrible, quoi. Il y a rien qui va. Le film n'a pas de sens. Il a pas de raison d'exister. Enfin, c'est dramatique, quoi. C'est vraiment tout ce qu'on veut pas voir. Et quand les gens ils disent c'est la fin de l'ère des super-héros, etc. Non. Comment ils appellent ça, le super-héros fatigue, là, un truc comme ouais, ça. ouais. Bah, c'est un peu ces films-là, quoi, le problème. C'est ces films-là, le truc qui font que tu te dis, mais le film n'a aucune raison d'exister et enfin voilà, il est nul au possible. C'est là qu'il y a un problème. Maintenant, je pense qu'il y a des films de super-héros qui peuvent très bien marcher dans ce système-là. On verra ce que James Gunn y fera avec le DC, etc. Mais ces films-là, je pense qu'ils sont, enfin, vu les scores, etc., ils sont voués à disparaître, quoi. Je pense que là, c'est très compliqué, quoi. Bah ouais, en fait cet univers-là tient que sur la licence Venom, parce que les Venom ont fonctionné, Venom 1 et 2. Mais tout ce qu'ils ont fait à côté, Morbius et Madame Web, ça ne fonctionne pas du tout. On va voir Kraven aussi, qui sort en décembre maintenant, parce qu'ils ont bougé la date. Donc on verra, mais là, en fait, il reste plus que 2 films qui sont annoncés. Ils n'ont jamais annoncé on n'a pas de planning pour la suite d'après de cet univers. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Je sais pas. Ça dépend peut-être du succès de Venom 3. Je sais pas ce qu'ils vont faire derrière. Mais moi, je préférais qu'ils arrêtent là, quoi. Bah, je pense qu'on préférait tous que ça s'arrête là. Et ça a été une catastrophe au box-office de toute façon. Donc ça a mis un bon signal à Sony. Et juste après est sorti le blockbuster de ce début d'année qui a cartonné, en fait. Et un des seuls, d'ailleurs, qui a vraiment pas mal pété, c'est Dune 2, le sauveur du box-office, qui au début d'année a engrangé, voilà, il a engrangé plus de 700 millions au final, il a fait beaucoup plus que le premier, et il a fait beaucoup débat. Alors là, c'était un truc de fou, comme pour Thing quand il est sorti, mais à une échelle encore plus grosse pour le coup, parce que là c'était un vrai blockbuster. Les gens ont soit détesté, soit trouvé ça génialissime, voilà, le meilleur blockbuster de tous les temps. Nous on était un peu plus nuancés pour le coup, parce que on était à peu près d'accord pour dire que c'était quand même un bon film, mais on a quand même soulevé quand même des problèmes du film. Voilà, on était beaucoup plus mesurés que beaucoup de gens, quoi. Mais ouais, ils ont quand même réussi leur coup au box-office, et oui, c'est pareil, parti pour être une vraie saga, au moins une trilogie assez marquante des années 2010, hein, là pour le coup. Oui, bah là, clairement, de toute façon, on nous a presque dit, de toute façon, le 3 il est prévu et il y a des grandes chances qu'il sorte fin 2026, donc voilà, on aura au moins une trilogie. Ça sera une grosse saga des années 2020, je pense, hein, clairement, la saga d'une. Oui, il y a moyen que pour un public assez jeune, même, ce soit assez marquant. Ouais. C'est de gens qui ont 15-16 ans. Maintenant, peut-être que ça va être une trilogie assez marquante, comme nous, on a tous eu à peu près dans notre jeunesse. Ouais, on a eu Star Wars, Seigneur des Anneaux, ouais.
tu vois. Oui, Harry Potter et tout, etc. Chacun a son truc, sa décennie, quoi. Et il y a moyen que Dune soit pour beaucoup, voilà. Voilà, moi je trouve que le film a clairement des problèmes. Je pense surtout dans sa dernière partie, son climax, etc. Oui. C'est assez limité. Et voilà, on a fait une critique, on était revenu dessus avec Cyril, à qui on passe le coucou, s'il nous écoute. Et ouais, mais je trouve que le film, moi, sur le parcours de Paul Atreides est vraiment super, est vraiment pas mal, hein, même sa relation avec Zendaya. Et je trouve que, en termes de blockbuster, cette année, oui, c'est un des meilleurs. Il sera pas dans mon top, je le dis parce qu'il y a trop de problèmes, et je pense que l'ambition est tellement grosse aussi que c'est assez compliqué, mais et c'est clairement pas le meilleur film de Denis Villeneuve aussi, je pense. Il y a clairement trop de problèmes, Ouais. mais je trouve que voilà, il va marquer quelque chose, ce Dune 1, Dune 2, peut-être dans l'industrie cinématographique blockbuster aux États-Unis, quoi. Oui, clairement, je pense aussi que ça va clairement, je disais que ça va être un truc clairement marquant de cette décennie, clairement. Et ensuite, on a eu un film d'animation qui a bien marché, c'est le 4e volet de Kung Fu Panda, voilà, qui revient après une trilogie, et pourtant le 3e avait pas trop fonctionné, avait pas eu des critiques ouf, mais ils ont voulu revenir avec la licence. Et voilà, ils ont, comme je disais tout à l'heure, ils ont baissé le budget par rapport au film d'avant, je crois de moitié pratiquement, par rapport au 3. C'est pour ça qu'ils sont revenus, en fait, c'est qu'ils sont... Bon, nous, voilà, on va le dire, on n'est pas fan de Kung Fu Panda, et encore moins le 4, qu'on trouvait encore moins bien. Mais pour le coup, ils sont revenus. Enfin, le 3, il a quand même bien marché, tu vois. Hein, mais c'était pas. C'est vrai que c'est. En fait, je crois plus la saga avançait, plus ça. C'est ça, voilà. Ça a un peu baissé. Et là, ils ont quand même réussi à faire plus de 500 millions, presque entre 500 et 600 millions, je crois. Et sauf que le film, il a coûté 85 millions, 2 fois moins que Kung Fu Panda 3, qui avait coûté 150 millions. Enfin, voilà, c'est assez fou, quoi, le bénéfice. Mais ça prouve aussi que les budgets étaient peut-être assez faramineux, même si ça sent évidemment sur le film. Les studios, ils vont quand même peut-être reconsidérer certains budgets de certains films qui étaient peut-être complètement abusés pour ce qu'ils étaient. Et là, ouais, c'est un carton total. Mais de toute façon, les films d'animation, à part Pixar, Disney qui était un peu dans la tourmente, là, je pense que cette année, ça prouve que quand même les films d'animation ont quand même de beaux jours aux États-Unis surtout et dans le monde, et qui cartonnent pas mal, quoi. Là, clairement, pour l'instant, les 3 gros succès qu'on a là, on a 3 gros succès de l'année en film d'animation déjà, moitié de l'année. C'est Kung Fu Panda 4, c'est Vice Versa 2, et là il y a le démarrage de Moi chez Méchant 4 qui démarre très fort aussi. Donc clairement, les films d'animation, c'est ça prend de ouf. Hein. Ouais, les 3 grosses compagnies d'ailleurs, ouais. DreamWorks, Illumination là et Disney Pixar, quoi. Donc ouais, c'est assez fou. Maintenant, après, si vous avez écouté notre critique de Kung Fu Panda 4, on n'est pas du tout fan du film. Voilà, c'est un film qui sert voilà, c'était pas nécessaire, c'est encore des suites. Et d'ailleurs, il y a pas mal de films comme on est à Hollywood, on s'est habitué maintenant, dans la liste des blockbusters, il y a pas mal de suites, de trucs de saga, d'adaptation, donc voilà, quoi. Même s'il y a quelques-uns, et on en reparlera quand ils arriveront, mais ouais, quoi, sinon c'est pas mal des ressucés, comme certains disent. Et en parlant de ressucés, de sagas qui n'ont plus rien à dire, on a eu SOS Fantôme, La Menace de Glace. Et nous, SOS Fantôme, on n'est pas fan non plus de cette saga-là, mais qui revient et qui a fait un four, voilà, total, parce que cette année, j'ai l'impression que ça alterne entre four et succès un peu surprise. Voilà, Godzilla X Kong qui marche de fou, et là, hop, tu te tapes SOS Fantôme, La Menace de Glace, qui est pas du tout rentable, mais en même temps, c'était prédictible. La saga SOS Fantôme, ça n'a jamais été une saga non plus qui a tout pété, quoi. C'est surtout qu'ils avaient des budgets assez restreints. Là, ils avaient un peu plus de 100 millions de budget, et le box-office a pas été fou. Et voilà, moi je trouve que il y a des gens qui ont essayé de sauver le film, qui ont trouvé le film pas trop mal. Moi je trouve que, vraiment, il y avait rien à raconter encore une fois sur ce genre de film. C'était encore une fois très lisse, et c'est des sagas qui méritent d'être enterrées, quoi. Ouais, on en avait parlé, et on avait notre critique, et effectivement, on trouvait que c'était vraiment, ça se basait vraiment sur le fanservice plus qu'autre chose, et que ça racontait pas grand chose, et que même le méchant était un peu nul, était très décevant par rapport à ce qu'on se vendait pendant tout le film, et aussi le film, il se passe pas grand chose pendant une bonne partie du film, où le film est très plat, il y a pas beaucoup d'action et tout. Donc moi je m'étais un peu ennuyé, et puis j'ai pas trouvé ça très drôle, et pas très beau. Voilà. Ouais. Moi j'ai un problème avec les blockbusters de Sony, voilà, ça en fait partie. Ouais, voilà, Sony, c'est une boîte pas très très fou, quoi, pour le coup.
Et là, on a eu un événement assez spécial puisque on a eu un blockbuster de A24. Alors, c'est pas vraiment un blockbuster parce qu'il a pas coûté très très cher, il a coûté 50 millions, mais il a été marketé comme un genre de blockbuster. Voilà, faut le dire, comme un film de guerre et tout à grande échelle qui s'appelle Civil War. Voilà, Civil War qui est sorti il y a quelques mois, dont on a fait la critique. Et c'est un film qui est assez mensonger, on peut le dire quand même sur son contenu, parce que ça te vendait une guerre civile, un truc à grande ampleur et tout de combat. Et c'est pas du tout ça. C'est un road trip avec des journalistes, mais ça parle du journalisme de guerre. Et j'ai pas foncièrement détesté le film. J'ai plutôt aimé, mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de problèmes. Enfin, il y avait quand même des problèmes dans le film. Je trouvais intéressant, mais je l'ai pas trouvé si transcendant que ça. Le film a pas cartonné de fou. Il a fait à peu près 2,5 fois son budget, donc voilà. Mais il a surtout cartonné aux États-Unis, parce que je crois qu'aux États-Unis, il a fait plus de la moitié de son box-office, il était aux États-Unis. Bah, en même temps, ça parle d'une guerre civile aux États-Unis, donc c'est assez logique. Et toi, t'avais été plutôt charmé, hein, toi, à la sortie. J'avais été plutôt charmé, mais je pense que c'est plus pour l'imagerie, les images et tout. Enfin, c'est vraiment bien filmé, bien cadré et tout. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, sur l'histoire, j'ai peut-être un peu moins convaincu. Mais enfin, avec le recul, au final, j'ai l'impression qu'il me reste pas grand-chose du film, en fait. Là, quand j'y repense. Bah, c'était un peu le problème qui a été pointé par beaucoup de gens et pour moi aussi, c'est que le fond du film en fait ne parle pas vraiment, il n'y a pas vraiment de fond politique. En fait, il veut pas avoir de fond politique. Malheureusement, le film il est très brouillon à ce niveau-là. Et en fait, ça parle vraiment que du journalisme de guerre. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu déçu ça. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'ai des images en fait en tête, tu vois. Ouais, pareil. C'est marrant parce que c'est un film qui parle de photographie, etc. Mais voilà, je trouve que c'est un bon réalisateur. Il y a une séquence à la fin qui est vraiment dantesque, je trouve, dans Civil War. Mais c'est vrai que dans le fond, voilà, dans ce que ça raconte, en plus, on est comme une année d'élection aux États-Unis. Voilà, ça aurait pu parler de pas mal de choses. Et ouais, il me reste que des scènes de tension, des images, mais le fond est assez absent et c'est assez dommage, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu la réflexion qu'on m'a fait là aussi avec le recul sur le film, clairement. Et ensuite, on a eu The Fall Guy, donc le film adapté d'une série télé, L'homme qui tombait à pic, je crois. L'homme qui tombe à pic, ouais. Bon, après, c'est pas vraiment une adaptation. Bon, le film jouait, la promo jouait pas trop sur ça, quoi, sur le fait que ce soit une adaptation. Oui, clairement, ils en ont pas du tout parlé et tout. Même chez nous, ils l'ont même pas appelé L'homme qui tombe à pic, ils ont laissé The Fall Guy, en tout cas dans la version française. Même si je crois qu'ils l'ont appelé comme ça dans la version québécoise, mais en France, non. Comme toujours. Ouais, donc le film avec... comment il s'appelle, Ryan Gosling, je trouvais pas le nom. Ouais, et Emily Blunt, ouais. Et Emily Blunt, qui est un film que moi qui m'a quand même amusé, mais que j'ai trouvé peut-être un petit peu long pour ce que c'était. Et c'est un peu un film du dimanche soir, quoi, un truc... ouais, tu regardes ça, t'as pas envie de te prendre la tête, c'est marrant. Ryan Gosling, il est charmant, voilà, c'est rigolo, mais c'est pas incroyable. Ouais, en fait, c'est un peu c'est un film de David Leitch, hein, voilà, du duo avec Chad Stahelski ils ont fait John Wick ensemble, et voilà, il a pris une route un peu il fait que des comédies d'action hyper décomplexées, quasiment, maintenant c'est que ça. Et ouais, moi j'ai toujours le même problème avec ces films, en fait, c'est que des fois, il y a quand même des séquences qui sont pas mal, et en fait, des fois, c'est assez lisse dans ces scènes d'action. En fait, ça alterne, c'est assez bizarre, et même les personnages, je trouve qu'il essaie toujours d'attacher quelque chose aux personnages. Ils sont assez attachants toujours. Ryan Gosling, Emily Blunt, en plus, ils font un très bon travail, mais il y a des storylines un peu pétées, un peu dans ces films, ou des trucs comme ça, mais ça reste toujours dans le sympathique et un peu beauf parfois. mais voilà, c'est un peu inoffensif, quoi, ces films. C'est un peu ça le problème, mais c'était pas désagréable. On en avait parlé dans la critique. Maintenant, le film, il a fait un four, surtout. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que le film a coûté 130 millions, il a rapporté 175 millions, c'est un gros four. On s'y attendait, voilà, le star talent est un peu mort à Hollywood, hein, voilà. Après, sur Bullet Train, il avait réussi quand même à être à peu près rentable, voilà, avec un gros casting, etc. Là, il y a un casting assez gros quand même, mais le star talent est un peu mort. Voilà, vendre son film sur Ryan Gosling, ça suffit pas trop dans un monde de franchise, etc. Et ouais, c'est assez dommage parce que bon, ça prouve encore que, enfin, ça va peut-être conforter les studios à faire que des franchises, etc., quoi, et à pas techniquement c'est un peu une franchise, une adaptation, mais tellement ça n'a pas joué sur ça que tu sais, je le compte pas trop comme un film à franchise, si tu vois ce que je veux dire, dans le marketing, etc., oui, sur le marketing, puis même je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des clins d'œil ou des easter eggs à la série dans le film.
Tu sais, genre qui regarde à un moment un épisode de la série, quoi. Enfin, je sais pas, après, je connais pas assez bien, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y avait des trucs comme ça. Donc, ouais, je pense que ça voulait s'en faire son propre truc, quoi. En fait, ça voulait surtout parler des cascadeurs. Parce que David Leitch, il est cascadeur à la base. Ce qu'il voulait faire, c'est montrer le métier des cascadeurs et il voulait faire un peu un discours sur les cascadeurs, ils devraient avoir des Oscars, etc., quoi. Ce qu'il essaye de militer un peu là-dessus. Et bon, je pense qu'il a fait ce film plus pour ça qu'autre chose, quoi, et que c'était le bon truc, le bon matériel pour adapter ça, pour parler de ça. Mais voilà, après ça va pas plus loin, quoi. Ensuite, on a eu un gros blockbuster qui était très attendu, quand même, par beaucoup de gens. C'était la suite de La Planète des Singes, le nouveau royaume, voilà, qui arrivait après la trilogie avec César de Matt Reeves, enfin, où Matt Reeves en a fait les deux derniers. Et ouais, c'était un sacré challenge, et nous, on a été plutôt séduits, voilà. Pour moi, il est pas au niveau du dernier film de Matt Reeves, mais tu vois, je venais un peu à reculons dans le film, et je trouve que techniquement, il tenait la route, quoi. Franchement, le film était au niveau. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les décors, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'est un film assez beau. Dans l'histoire, il y avait quelques problèmes, mais en tant que blockbuster de divertissement, même dans la saga La Planète des Singes, je trouve qu'il dénotait pas trop. Maintenant, il y a un peu ce côté, tu sais, on se dit, ouais, il garde un peu des cartouches pour après. Etc., quoi. Donc voilà, à voir. Moi, je vais quand même voir la suite parce que je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire. Et voilà, après le film, il a quand même au début, il a cartonné. Après, il a redescendu un peu. Et puis là, en fait, il se maintient toujours, La Planète des Singes. Donc ouais, c'est fou, ça. Assez rapidement, quoi. Ah, c'est complètement fou que le film, il se maintient sur les plusieurs semaines et tout, et il fait pas des scores énormissimes, mais il arrive à se maintenir, à rester... on l'a vu, à un moment, il était remonté dans le top 5 du box-office, parce qu'on fait chaque fois le top 5 box-office dans le format news, et ouais, on a vu qu'il se maintient bien, et le film, il était cool. Enfin, moi, j'ai trouvé cool, même si on sent que voilà, ça veut lancer des suites derrière, ça veut lancer clairement une trilogie, mais moi, j'ai toujours très impressionné par les effets spéciaux de Weta sur les singes, qui sont assez fous. D'ailleurs, je voulais peut-être revenir sur un truc dont on avait parlé, peut-être faire un mea culpa. On avait parlé, tu sais, qu'ils allaient sortir une version alternative avec les acteurs qui sont pas en combinaison. En fait, c'est juste un bonus d'un Blu-ray, hein. C'est pas le film vraiment, quoi. Voilà. Ah putain, dommage. Dommage, j'aurais été très drôle. On a eu ensuite un film original qui s'appelle Blue et compagnie, de John Krasinski, et comme une idée originale ça ne marche pas à Hollywood, ça n'a pas très bien marché, voilà, ça s'est planté, et c'est un film qui est, je pense, super pour les enfants, etc., pré-ado. Ça peut être un film assez touchant, voilà, moi c'est pas mon genre de film pour enfants, etc., voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'était pas très fou pour ma part, quoi. Okay, moi je ne l'ai pas du tout vu, donc je n'ai pas d'avis, voilà. Mais on va continuer dans les flops, malheureusement, de l'année, parce qu'il y a eu le plus gros flop pour moi de cette année, c'est Furiosa, hein. Furiosa, c'est fou, quoi. Démérité, quoi. Enfin, vraiment, il mérite pas ça, quoi, parce que le film, il est bien. Ouais, on a fait une critique qui était dessus, et ouais, qui est un de mes épisodes favoris, je pense, des critiques qu'on a faites cette année, parce que ouais, Furiosa, enfin, c'est assez passionnant, quoi, le film, comment il a été fait, comment George Miller, il est encore revenu dessus. C'est un des meilleurs préquels que j'ai vu de ma vie, et voilà, je trouve que l'esthétique, etc., le film est magnifique, je trouve que c'est vraiment une odyssée incroyable, et voilà, c'est assez dommage, c'est assez triste, le destin du film, qui est bon, voilà, on sait que la saga Mad Max, c'est pas la saga la plus lucrative du monde, mais quand même, le four, il est quand même hyper violent. Ouais. Pour Furiosa. Pourtant, il y a eu du marketing, etc., mais ouais, le public s'est pas du tout intéressé à ce film-là. Après, il est beaucoup moins tourné en tant que film d'action que Mad Max Fury Road, donc peut-être ça a moins attiré les gens, mais c'est quand même un film qui est super, quoi. Ouais. Non, mais je sais pas si c'est ça, parce que tu sais, les trailers, ils le vendent comme un film d'action au final, même si c'est peut-être pas vraiment ça, ils le vendent quand même comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de promos autour du film, donc ouais, là vraiment c'est les gens qui ont pas voulu y aller, quoi. On peut pas dire ouais, il y a pas eu de marketing, Après il y a eu la promo. La promo s'est un peu retournée aussi contre le film, parce qu'il y a eu les bandes annonces qui sont sorties avec des effets spéciaux pas finis, et donc du coup il y a eu beaucoup de backlash sur le film, qui était en mode, les gens ont dit putain, ça va être mauvais, les effets spéciaux sont pas finis. Et effectivement, dans le film ça passe beaucoup mieux, et de toute façon il y a une esthétique dans le film un peu cartoonesque, comics, qui lui va bien, donc voilà, je trouve que le film mais qui est différent de Fury Road, qui est complètement différent, donc ça a peut-être un peu dérouté les gens aussi,
Mais voilà, ça reste un des films de l'année. Il est dans mon top de l'année. Et je pense qu'il y bougera pas. Maintenant, faut voir le reste de l'année évidemment. Mais c'est le meilleur blockbuster qu'on ait eu cette année pour l'instant. Pour moi, les mains dans le dos, quoi. Ouais, bah pour l'instant, dans tout ce qu'on a cité, clairement, celui-là et La Planète des Singes, c'est les deux que j'ai le plus apprécié. Je pense clairement. Ensuite, on a eu Bad Boys, Ride or Die, donc le 4e volet et le 2e volet des réalisateurs Adil et Bilal. voilà, qui était plutôt sympa, voilà, et qui a fait un énorme carton aussi, aux États-Unis notamment, hein, plus qu'en France, mais surtout aux États-Unis, ça marche bien, quoi. Je crois qu'il se dirige vers les 400 millions, voilà, pour un budget de 100 millions. Donc, enfin, oui, le film est plutôt un carton. Un peu surprise parce que c'est le retour de Will Smith, donc on savait pas si vraiment, voilà, ça allait impacter après la claque. Est-ce que ça allait vraiment avoir un effet sur le box-office, etc. Et bah non, ça a plutôt bien marché. Moi je dirais pas que c'est un bon film, même en y repensant, je l'ai un peu oublié le film. Mais effectivement, je trouve qu'il y avait des idées de mise en scène. Voilà, c'était pas un film. Je trouve que Adil et Bilal, voilà, ils s'étaient quand même lâchés sur pas mal de séquences. Voilà, et le film a des gros problèmes au niveau des personnages et tout. Le personnage de Martin Lawrence, voilà, c'est horrible. Mais je trouve que le film était quand même plutôt appréciable pour ses séquences d'action, ses différents décors, etc. Et je trouve que voilà, les deux réalisateurs sont des réalisateurs un peu à suivre. Maintenant, c'est pas le blockbuster de l'année, mais à partir de là, entre guillemets, bah, les blockbusters, ils ont pas mal marché, quoi. Il y a eu quand même une vague de blockbusters qui marche bien. Ouais. Et pour cet été, on verra comment ça se passe, parce que là, il y a Deadpool qui va arriver, etc. Et voilà, c'est fini pour la première partie de ce bilan de mi-année qu'on a décidé de couper en deux. Donc voilà, vous aurez le prochain épisode mardi prochain. Donc on espère que vous avez kiffé cette première partie, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, vous connaissez, à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et on se retrouve très bientôt sur La Nuit des Sorties. Salut!